Bonsoir à tous, bienvenue dans les 5e rencontres de l'Hémicycle, l'Hémicycle magazine de l'Assemblée nationale et du Sénat et des décideurs. Des 5e rencontres qui sont placées sous le signe de l'emploi. Vous vous souvenez sans doute de la promesse du président de la République Emmanuel Macron, tous unis pour gagner la bataille du plein emploi. Il l'avait dit le 28 août 2023 devant les universités d'été du MEDEF. Alors le plein emploi en 2027, à la fin de son second quinquennat, c'est 5% en fait de taux de chômage structurel. On verra ce que c'est un taux de chômage structurel. Est-ce que cette promesse est tenable? Comment évolue l'emploi chez les seniors, chez les femmes, chez les plus jeunes? C'est toutes ces questions qu'on va aborder ce soir. La croissance qui est revue à la baisse sera-t-elle suffisante pour créer suffisamment d'emplois pour atteindre ce taux de plein emploi en 2027? C'est aussi évidemment une question centrale. Nelsie Krasniki, directrice générale de Toscaloup. Nelsie, soyez la bienvenue. Merci. Michel Picon, le président du DEP. Là, on est dans les TPE, hein. Absolument. Président. Tout à fait. Marc Ferracci, député de la 6e circonscription des Français de l'étranger, majorité présidentielle. Monsieur le député, soyez le bienvenu. Jean-François Foucault, le secrétaire général national de CFE-CGC, emploi, formation, pour être tout à fait complet. Et puis Cyril Chabagnier, le président de la CFTC, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors parmi tous les sujets qu'on va aussi aborder, c'est la remise en cause aussi du modèle social. J'ai en mémoire cette longue interview du ministre des Finances, Bruno Le Maire, dans le journal Le Monde, qui pose des questions assez tranchées sur, par exemple, la gestion de l'assurance chômage, hein, puisqu'on parle emploi. Peut-être, Nelsie, on va commencer par un petit comparatif qui va peut-être bien cadrer les choses. Notre principal partenaire économique en Europe, bien sûr, c'est l'Allemagne, même si l'économie allemande est en grande difficulté, elle est même officiellement en récession. Les deux principales puissances économiques en Europe sont la France et l'Allemagne. Du point de vue de l'emploi, justement, Nelsie, qu'est-ce qu'on peut dire de notre partenaire allemand? Comment évolue, outre-Rhin, l'employabilité des seniors, des femmes ou des jeunes? Alors, on va faire un petit point. Donc, avec un taux d'emploi de 68% en France comparé à 77% de l'Allemagne, la France est loin du plein emploi. Aujourd'hui, le taux de chômage dépassant les 7% en France, il est évident que le plein emploi n'est pas atteint actuellement. Vous avez souligné, Eric, tout à l'heure, l'objectif fixé par le président de la République visant à réduire ce taux environ à 5% d'ici la fin de son quinquennat. Le graphique que vous voyez ici à l'écran montre très clairement que la France ne fait pas partie des clubs du pays du Nord de l'Union européenne. À l'instar des pays du Sud, nous mobilisons moins notre population active et c'est la raison pour laquelle notre revenu par habitant est plus faible. C'est peut-être parce que les Allemands sont collectivement plus vite et plus longtemps au travail, aussi bien les hommes que les femmes, qu'ils sont plus riches que nous. Donc la morale de l'histoire, est-ce qu'il faut tous être au travail pour devenir individuellement et collectivement plus riches? Alors je vais vous poser la question de l'employabilité, parce que j'en ai souvent parlé sur d'autres plateaux avec Cyril Chabagnier. On sait qu'en matière d'employabilité des seniors, pour prendre que cet exemple, nous sommes en retard. D'ailleurs, c'était une des questions centrales au moment, on s'en souvient, de la réforme des retraites. Exactement. Oui, c'était une question centrale. D'ailleurs, on demandait de régler la question de l'emploi des seniors avant de discuter de la réforme des retraites. Je vous rappelle qu'on a fait une réforme des retraites parce qu'il fallait trouver alors ça changeait un petit peu, mais entre 10 et 15 milliards. Moi, je ne fais pas de fixation sur les chiffres, mais aujourd'hui, on a une personne sur deux qui arrive à la retraite qui n'est plus en emploi, contrairement à la moyenne européenne de nos principaux voisins où c'est plutôt du 37-38%. Si simplement on réglait la question de l'emploi des seniors et qu'on arrive à un taux à peu près similaire à celui de nos voisins, c'est entre 6 et 8 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État. Des cotisations supplémentaires. Donc quand vous mettez des millions de personnes dans la rue pendant 6 mois sur une réforme des retraites, pour à la fin, je pense que si le gouvernement a 10 milliards, ils seront plutôt contents avec cette réforme, alors qu'en réglant la question de l'emploi des seniors, vous en gagnez entre 6 et 8, on aurait peut-être dû commencer par ça. Mais ça, c'est la vraie question, et c'est d'ailleurs une question dont on travaille en ce moment, puisque ça fait partie des négociations actuelles sur l'emploi des seniors. Alors peut-être, Nelsie, revenons sur peut-être un ou deux diagrammes, hein, pour qu'on pose bien à plat la question des seniors, des femmes et des jeunes, avec toujours ce comparatif. Bon,
Alors, je sais que certains disent arrêtons de se comparer à l'Allemagne, mais c'est important puisqu'on est les 2 premières puissances économiques en Europe, dans la zone euro. En matière de seniors, de femmes et de jeunes, quel est le taux d'employabilité que nous indiquent les statistiques? Il y a une différence très claire. En fait, la différence dans le taux d'emploi entre la France et l'Allemagne se situe surtout sur les seniors, les femmes et les jeunes, comme on peut le voir à l'écran. Si nous devrions améliorer, nous, aujourd'hui, de 10 à plus de 15% le taux d'emploi de ces populations, ça nécessiterait de créer des millions d'emplois. Donc, en effet, là, il y a l'Institut Rexecode qui a estimé exactement... Parce que je disais 700 000 tout à l'heure, mais en fait, Rexecode dit c'est bien plus pour Rexecode, c'est arriver bien au taux plus. d'emploi. Il a estimé qu'il faudrait créer 3,6 millions d'emplois pour atteindre le véritable plein emploi. Donc, on est un petit peu loin des chiffres présentés au départ, donc ça va faire partie du débat. Alors, Marc Ferracci, député de la majorité, député de la 6e circonscription, est-ce que vous croyez encore à l'objectif de plein emploi en 2027, tel que le président de la République l'a fixé à plusieurs reprises? Je me souviens même qu'il s'était adressé aux entreprises en disant « bougez-vous ». Oui, j'y crois. J'y crois. Je pense qu'avant de parler des remèdes à cette situation un petit peu difficile qu'on vit aujourd'hui sur le marché du travail français, puisque le taux de chômage remonte un petit peu, vous l'avez très bien montré dans vos graphiques, on a un taux d'emploi, et je pense que c'est le bon indicateur en réalité, le taux d'emploi, pour qualifier la situation du marché du travail. On a un taux d'emploi qui est plus faible que celui de nos principaux voisins. Je pense qu'on peut y arriver, à condition de continuer à transformer notre économie, pas simplement le marché du travail. Tout ne se joue pas dans les règles du marché du travail, tout ne se joue pas dans les enjeux liés à l'assurance chômage, tout ne se joue pas évidemment dans le droit du travail au sens large. Je pense qu'on peut y arriver. Ça suppose à la fois d'aller au bout des réformes qu'on a réalisées ces dernières années. J'entendais Cyril Chabagnier évoquer la réforme des retraites et dire on aurait dû régler le problème de l'emploi des seniors avant de faire la réforme des retraites. Le seul problème, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé en France, quand on a réformé l'âge légal de départ à la retraite, en particulier en 2010 avec la réforme Woerth qui a fait passer l'âge légal de 60 à 62 ans, eh bien, on a pu constater que c'est ça qui avait provoqué une augmentation du taux d'emploi des seniors. Et dans d'autres pays, eh bien, on a également cette illustration. Il y a même des études académiques qui ont mis en relation le relèvement de l'âge de départ à la retraite avec le taux d'emploi des seniors. Donc, dire qu'il fallait régler le taux d'emploi des seniors ou l'emploi des seniors, le sujet de l'emploi des seniors avant de faire la réforme des retraites, c'est au fond inverser la causalité. On avait besoin de cette réforme pour augmenter le taux d'emploi des seniors. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Et c'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux sont en train de discuter aujourd'hui. Mais pour reprendre votre question, je pense effectivement que cet objectif de plein emploi, il est très important. Et si vous permettez, je voudrais ne pas le résumer à un simple indicateur statistique. Parce que, vous vous souvenez, on disait ça en mai 68, un taux de croissance, ça fait rêver personne. J'ai envie de dire qu'un taux d'emploi ou un taux de chômage, ça fait rêver personne non plus. Je pense que le plein emploi, ce n'est pas un indicateur statistique à atteindre, c'est un changement de société. C'est une société dans laquelle les parents ont moins peur pour l'avenir de leurs enfants. C'est une société dans laquelle, et je pense que c'est un élément très important pour les organisations syndicales, les travailleurs ont beaucoup plus de pouvoir de négociation vis-à-vis de leur employeur. Parce que c'est plus facile d'aller négocier votre fiche de paye quand il y a 4% de chômage et que vous pouvez aller voir ailleurs, plutôt que quand il y a 10% de chômage et que c'est votre employeur qui peut aller chercher ailleurs. Donc je pense qu'il faut aussi reprendre ce narratif collectivement pour mobiliser tout le monde vers cet objectif-là. Puis j'en terminerai en disant que, effectivement, le plein emploi, c'est possible, à condition d'actionner beaucoup de leviers différents. Vous l'avez dit, l'emploi des seniors est plus faible en France qu'ailleurs. Il faut faire une réforme des retraites, il faut faire une réforme de l'emploi des seniors sur lesquels les partenaires sociaux travaillent. Le taux d'emploi des jeunes est plus faible également. C'est la raison pour laquelle on a fait une réforme de l'apprentissage qui a apporté un certain nombre de résultats. C'est la raison pour laquelle on fait une réforme des lycées professionnels, parce que le taux d'insertion des 650 000 jeunes qui sont en lycée professionnel est complètement insatisfaisant. C'est enfin la raison pour laquelle on essaye d'aller chercher les publics qui sont les plus loin de l'emploi en faisant la réforme de France Travail, en faisant la réforme du RSA. Donc il faut appuyer sur beaucoup de leviers différents. Et j'en terminerai avec un sujet. Il faut aussi faire des réformes, ou en tout cas prendre des actions qui permettent d'aller mettre en emploi des gens qui sont à la lisière du marché du travail parce qu'ils sont discriminés. Et moi, j'ai porté une proposition de loi en ce sens. Alors, vous avez raison, le président de la République a lancé une réforme des lycées professionnels. Il y a eu aussi de très bons résultats, on peut s'en réjouir, pour l'emploi des jeunes avec les grands plans d'apprentissage. La mise en place de CFA, bon, tout ça est assez juste, mais j'aimerais collectivement vous poser une question. Alors peut-être que je vais commencer par nos amis syndicalistes, puis ensuite le patron des TPE, et puis aussi votre point de vue, monsieur le député. Pour moi, il y a deux leviers à actionner quand on veut créer plus d'emplois. Il y a avoir plus de croissance. La croissance crée des emplois, normalement. Ou alors,
obliger, vous l'avez un peu dit, monsieur le député, obliger finalement les gens à reprendre un travail. Alors, il y a une méthode qui semble être employée par le ministre des Finances, en tout cas telle que moi je l'ai comprise dans cette interview au Monde. Il dit, donc vos réactions à tous les deux, il dit il faut que de manière définitive, l'État reprenne la main sur la gestion de l'assurance chômage. Alors, il y a une gestion Agirc-Arrco qui est prolifique, qui est magnifique, voilà un paritarisme qui fonctionne. Est-ce que pour vous deux, Cyril et Foucard, est-ce que c'est une façon de dire, en fait, on va de nouveau amoindrir le niveau des allocations chômage et pousser les gens, finalement, à préférer travailler que toucher des allocations chômage? Déjà, le fait d'augmenter le PIB, c'est pas un but en soi, c'est juste un indicateur qui regarde, même celui qui l'a créé en 1930, expliquait que c'était pas l'alpha et l'oméga. Il a été créé pour la crise aux États-Unis pour savoir, par rapport à l'argent qui était mis, si l'économie bougeait. Donc c'est pas un but en soi, même en 1934, il disait surtout de faire attention, parce qu'il faut que ça soit sur un but bien donné et de vérifier, parce qu'il y a des externalités négatives. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour créer de l'emploi, il n'y a que 3 méthodes. Hein. Soit on produit plus, soit on produit plus lentement, soit on travaille moins. Après, on ne sait pas faire. C'est les 3 sujets qu'il y a donnés. Produire plus dans le pays où on est, dans le moment où on est avec les questions écologiques, de sobriété et ainsi de suite, ça pose quand même quelques questions en finalité. Produire plus où il y a des secteurs technologiques ou autres, ça a du sens. Sur d'autres, c'est moins évident que c'est du sens. Après, pour répondre directement à, comme l'a dit Marc, il y a plusieurs leviers, mais à un moment donné, sur l'assurance chômage en tant que telle, en tant qu'assurance chômage, a toujours été bénéficiaire depuis 1997. À un moment donné, c'est juste les charges mises par l'État pour le fonctionnement de Pôle emploi, c'est quand même plus d'2 milliards. Après, les intermittents du spectacle, 1,4 milliard à la charge du régime. C'est-à-dire, le truc culturel qui devait être pris en charge par la culture n'est pas pris. Et ainsi de suite. Donc, mais sur la gestion définitive de l'assurance chômage, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Mais sur la gestion, pourquoi ils veulent prendre la main? Oui, c'est la question que je vous pose. À un moment donné, ils reprennent les exonérations. En 2026, déjà, ils reprendront 70% des exonérations. Sur 6 milliards, ils en reprendront 4 en régime. Donc, ils peuvent monter à 6. Donc, après, à un moment donné, c'est pour faire des économies. Et ça change de philosophie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance chômage a été créée pour faire en sorte d'avoir une meilleure indemnisation pour pouvoir retrouver un travail de qualité. Le but du jeu, là, c'est un changement de philosophie. Après, on est d'accord ou pas. C'est de pousser les gens plus rapidement dans l'emploi, quitte à qu'ils reviennent aussi plus vite. Oui. Donc, et à un moment donné, on sort de l'assurance. C'est une bonne méthode. Non, on sort de l'assurance pour nous. Non, on sort de l'assurance, on arrive sur la solidarité. Cyril Chamanier, sur cette question précise, sur on crée des emplois ou en faisant de la croissance, en produisant plus, ou alors en obligeant d'une certaine manière, en diminuant les allocations chômage, à ce que des gens préfèrent travailler que toucher des allocations chômage moindres. Parce qu'en fait, ça sera la 3e réforme des allocations chômage en quelques années. Ça sera la 3e réforme, et d'ailleurs ce qui serait assez bien, c'est parfois d'évaluer les réformes précédentes avant d'en faire une nouvelle. Les sont conclusives sur la réforme précédente. Les a montrées, donc... Oui. Il n'y a pas de souci. J'ai reçu la DARES avant-hier qui vient de faire des points avec nous. C'est une première étape. Ça ne sera pas le rapport définitif. Et d'une réforme qui a moins d'1 an, sur lequel on peut quand même dire que les effets sont très discutables. Mais évidemment que pour créer de l'emploi, c'est soit la croissance, on l'a dit, soit remettre les gens au travail. On est tous d'accord pour dire que c'est beaucoup mieux de travailler que d'être au chômage. J'ai pas de question sur ça. Après, est-ce que c'est toujours mieux de retravailler avec n'importe quel emploi, dans n'importe quelle condition? Parce qu'il y a ça aussi derrière, il y a quand même la qualité de l'emploi. Parce qu'on entend quelque chose, et dans certains ministères, on l'entend d'ailleurs plus qu'ailleurs, qui est n'importe quel emploi est mieux que d'être en inactivité. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Non, peut-être pas que n'importe quel emploi est mieux que l'inactivité. Il y a parfois des ministères qui disent pas tous la même chose. Alors, il y a des ministères qui, en ce moment, c'est pas parfois, c'est à peu près tous les jours qu'ils disent pas la même chose. Mais ça, c'est un autre débat. Mais sur la gestion de l'assurance chômage, quand j'entends l'État venir nous dire,
on veut reprendre la main sur l'assurance chômage. Il faudra quand même venir me démontrer que l'État gère mieux que les partenaires sociaux. Je suis désolé, mais j'attends des exemples de bonne gestion de l'État meilleurs que les partenaires sociaux. Deuxièmement, on est quand même au cœur de la gestion d'une organisation syndicale et des organisations patronales. L'assurance chômage, c'est un risque lié à la perte d'emploi. Ça concerne le monde du travail. Les acteurs du monde du travail qui sont là pour les représenter et pour le gérer, c'est le paritarisme, ce sont les organisations patronales et les organisations syndicales. Sinon, on n'est plus dans cette gestion de l'assurance et du risque. Donc, évidemment que ça doit rester chez nous, et la seule volonté du gouvernement, c'est pas reprendre pour mieux gérer, c'est reprendre pour mettre la main sur les 4 milliards, voire les 6, qu'a dit mon ami Jean-François. Alors, Michel Picon, au nom des TPE, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de trop ou de pas assez pour qu'on continue à créer des emplois dans les TPE? Bon, on sait que la crise Covid a été douloureuse, même s'il y a eu un accompagnement sonnant et trébuchant, chômage partiel, prêt garanti d'État. Il y a eu aussi la crise de l'énergie qui a coûté beaucoup aux boulangeries. Bon. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est le niveau des impôts que vous payez? C'est le manque de vision qui empêcherait les TPE que vous représentez de créer plus d'emplois pour atteindre ce taux d'emploi structurel en 2027? Non, mais l'emploi pour une entreprise, ça ne se décrète pas. Et ce n'est pas le ministre de l'économie et des finances qui dit je vais nationaliser l'assurance chômage et je vais ainsi créer des emplois par la coercition en forçant des gens... C'est ce que dit Bruno Le Maire pour vous? Un petit peu, quand tout au long de notre négociation, il y a des signaux forts qui viennent en disant vous devez réduire le niveau des prestations, ça va inciter les gens à reprendre un emploi. Ah oui, pour autant que les entreprises le leur offrent. Et ça, les entreprises, elles offrent un emploi quand leur carnet de commandes est rempli, quand elles ont des perspectives de chiffre d'affaires et de développement. Ça a été le cas, vous avez cité la pandémie, les aides considérables que l'État a consenties aux entreprises. Il y a d'ailleurs eu un rebond. Et puis ensuite, après la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, enfin, il y a je ne sais combien de boulangers. On m'a donné un chiffre qui me paraît tellement hallucinant que je n'ose pas le répéter aujourd'hui. Mais enfin, on m'a dit une dizaine de boulangers tous les jours qui ferment leur établissement parce que le coût de l'énergie reste encore, malgré les soutiens, reste encore très fort. Donc bien sûr, ceux-là n'embaucheront pas. Vous avez aussi un nombre de défaillances dans les entreprises. Enfin, ça, c'est pas des mirages. Malheureusement, l'association de garantie des salaires constate une augmentation entre 2022 et 2023 sur le 4e trimestre de l'année. C'est des plus 20, plus 30% de défaillances et des tickets forts sur des grosses boîtes qui sont soit en liquidation, soit en redressement. La plupart du temps, quand elles sont en redressement, 9 sur 10, on les sauve pas, on les liquide derrière. Bon, tout ça, c'est tout de même une situation. Et moi, je voudrais dire que je comprends l'objectif qu'a fixé le président de la République, et puis il a de l'expérience, sur le fait que des objectifs fixés un peu forts peuvent coûter cher à un président de la République à la sortie qui se trouve dans une situation un peu compliquée, parce que ce à quoi il s'était engagé, ça n'est pas venu. Mais en tout état de cause, vouloir mettre la main sur l'assurance au chômage, priver les partenaires sociaux qui la gèrent correctement, en prenant en compte la dimension humaine de cette assurance, et je dis bien l'assurance, séparons d'abord ce qui relève de l'assurance de ce qui relève de la solidarité. Voilà, donc nous, employeurs, on n'est pas favorable du tout à ce que l'État reprenne l'assurance chômage. Pour autant, est-ce qu'il faut rien faire? Non, on est en pleine négociation aujourd'hui sur l'emploi des seniors. Et voyez-vous, l'emploi des seniors, tout de même, moi je suis un chef d'entreprise. Et je me suis trouvé plusieurs fois confronté au recrutement d'un collaborateur et d'hésiter entre un senior et pas senior. Il y a ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi, mais il y a aussi les freins du recrutement d'un senior par les entreprises. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Je pense à l'inaptitude professionnelle, par exemple. Quand vous recrutez quelqu'un qui a 58 ans, vous avez plus de chances de vous retrouver dans une situation d'inaptitude professionnelle dans les 12 mois ou 18 mois ou 20 mois qui viennent que si vous embauchez quelqu'un qui a 40 ans. Moi, je suis saisi par des petites entreprises qui disent « je me retrouve avec un senior que j'ai recruté, qui est en inaptitude professionnelle et toute la charge de son licenciement, elle me pèse sur moi ». Or,
l'inaptitude, ce n'est pas dans mon job qu'il a à utiliser. Nous demandons une mutualisation de cette inaptitude professionnelle de manière à ce que tous ces freins, et il y en a plein d'autres, tous ces freins, il faut qu'on les lève et c'est le but de la négociation. Maintenant, négocier avec sans arrêt des signaux en disant, bon, de toute façon, tout ce que vous faites, vous n'allez pas assez loin, vous n'irez pas assez loin, on considère que vous n'avez pas plus la capacité de remettre les choses en mouvement comme on le souhaite, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, Marc Ferracci, je voulais juste préciser ma question. Bon, sur cette histoire de l'assurance chômage, là, on voit que le paritarisme dit des choses d'une voix assez unie. Paritarisme du côté patronal et syndical et salarié. Pas complètement surprenant. Mais alors, sur la forme et sur le fond, qu'est-ce que vous pensez de... Sur le Parce fond, que c'est au déjà. cœur de l'emploi. Sur le fond, et fond- sur la forme, quand même, permettez-moi d'ajouter une petite question. Sur le fond, vous allez y répondre, vous avez tout à fait compris ma question, donc je vous la pose pas. Mais sur la forme, le président de la République avait dit à la fin de son premier quinquennat que dorénavant, il s'appuierait davantage sur les corps intermédiaires. Donc on avait compris que précisément, les corps intermédiaires, c'est notamment les syndicats et le paritarisme. Et là, cette sortie de Bruno Le Maire donne l'impression précisément qu'on va mettre de côté le paritarisme, alors peut-être sur la forme, au profit d'autre chose. Alors vous dites nationalisation, bon, c'est un mot fort, mais... Je vais revenir sur les corps intermédiaires. Je ne veux pas commenter la déclaration de Bruno Le Maire, elle a été beaucoup commentée dans la presse. S'il y a eu des papiers sur, vous l'avez dit, les ministres qui ne se parlent pas, ou ainsi de suite. Moi, mon rôle de parlementaire, c'est pas de commenter ce que disent tous les membres du gouvernement. Avant de répondre sur les corps intermédiaires, sur le fond et sur la légitimité ou non de l'État à reprendre un peu plus la main sur le régime d'assurance chômage. Moi, je voudrais insister sur un point. C'est que les règles de l'assurance chômage, qu'on le veuille ou non, elles ont un impact sur le marché du travail. Elles ont un impact sur le taux de retour à l'emploi des chômeurs. Et ceux qui veulent me démontrer le contraire, eh bien, je peux leur proposer un certain nombre d'études qui montrent, et sur données françaises comme sur données étrangères, que c'est le cas. Elles ont un impact sur la précarité de l'emploi, parce que les règles de l'assurance chômage, elles peuvent aussi inciter plus ou moins à favoriser les contrats courts. La situation du marché du travail, qui en est responsable à la fin? C'est l'État, c'est la majorité en place, c'est nous. Et de ce point de vue, je voudrais quand même attirer votre attention sur un fait qui est quand même assez notable, c'est qu'il y a un acteur qui n'est absolument pas évoqué dans notre discussion, c'est le Parlement. Or, moi je trouve, et je le disais avant d'être parlementaire, assez choquant que la représentation nationale n'ait absolument pas son mot à dire sur les règles de l'assurance chômage. Pas forcément le détail des règles, et c'est là que je dis, moi je ne suis pas forcément favorable à une étatisation où l'État reprend la main sur tous les aspects. Je pense qu'il y a des marges de manœuvre et un rôle pour les partenaires sociaux. Mais que la représentation nationale n'ait pas son mot à dire sur au moins les grands principes de l'assurance chômage, c'est choquant parce que l'assurance chômage, elle a des conséquences sociales, économiques, budgétaires, j'ai presque même envie de dire sociétales, parce que quand vous aviez, c'était le cas jusqu'en 2019-2021, des règles qui permettaient qui permettaient à certains de gagner en moyenne plus chaque mois au chômage que ce qu'ils gagnaient en travaillant, en alternant des contrats très courts, eh bien, on est dans un rapport au travail qui, aujourd'hui, me semble un petit peu délétère. Donc, moi, je voudrais dire ça, on a besoin, et c'est moi ce que je défends, non pas d'une... Il ne faut pas se payer de mots, l'étatisation, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En revanche, je dis qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement à un nouvel équilibre entre l'État, les partenaires sociaux et le Parlement sur la gestion de l'assurance chômage. Voilà. Et un autre aspect quand même sur lequel je veux insister, c'est qu'on est très fort en France pour construire des systèmes sociaux en silo. Vous construisez avec l'assurance chômage un système qui indemnise les gens et qui aussi les incite à reprendre un emploi. Ça s'appelle l'activité réduite. Vous construisez du côté de l'État un système qui donne aussi des allocations aux gens. Ça s'appelle le RSA, ça s'appelle les allocations sociales diverses et variées. Et un autre système qui incite à reprendre un emploi, ça s'appelle la prime d'activité. Deux systèmes qui se font face, qui poursuivent les mêmes finalités et qui sont conçus sans articulation aucune entre elles. Moi, je pense que penser la globalité de notre système social, de notre système de prestations sociales d'un même tenant, ça aurait du sens et ça aurait un petit peu d'efficacité. Quand tout cela sera passé sous les fourches codines de Bercy. Sur les corps intermédiaires, je vais vous répondre quand même, parce qu'on a beaucoup fait grief au président de la République et parfois à la majorité présidentielle de court-circuiter les corps intermédiaires. Je veux dire que la position du président de la République et la majorité sur la question du dialogue social au sens large, elle a toujours été extrêmement claire. Et vous pouvez la lire dans le programme de 2017, j'y ai un petit peu contribué avec d'autres. La position, c'est la suivante, c'est de dire qu'on croit profondément dans le dialogue social au plus près du terrain, c'est-à-dire dans les entreprises et dans les branches, mais surtout dans les entreprises. En revanche, et on l'assume, et
sur l'assurance chômage, ce sont les arguments que je viens de vous donner. Dans la mesure où l'État assume la responsabilité politique de la situation du marché du travail et que l'assurance chômage a un rôle sur cette situation, eh bien, on assume au niveau interprofessionnel, sur certains sujets, pas sur tous, d'avoir une mainmise un petit peu plus importante. Et sur l'assurance chômage, c'est le cas. Maintenant, il y a d'autres sujets, et les sujets sur lesquels vous négociez sont un exemple. L'emploi des seniors, l'usure professionnelle, le CETU, le compte épargne temps universel, sur lequel je trouve que les partenaires sociaux sont tout à fait légitimes à négocier, sans doute plus que les parlementaires à discuter. Marc Ferracci, voilà. on verra ce que vont recouvrir les 20 milliards d'euros d'économie qu'a annoncé Thomas Cazenave, le ministre du Budget, devant une commission sénatoriale pour 2025 il y a quelques jours. Mais juste, il y a eu une baisse significative de l'impôt de production, même si ça s'est un peu tari là. Il y a eu beaucoup d'aides aux entreprises, des dizaines de milliards d'euros qui ont été versés. Est-ce que vous diriez aussi, parce que c'est aussi l'autre facette de la question de l'emploi, que les entreprises, avec ce qu'elles ont reçu ou la baisse de l'impôt de production, ont joué suffisamment le jeu en matière de création d'emplois? J'entends souvent cette expression, il faut que les entreprises jouent le jeu. Vous l'avez dit à l'instant. Employez notre formule si vous voulez, mais il y a eu un effort budgétaire de la nation. Je suis originaire d'une île qui a connu un homme dont on peut contester toutes les réalisations, c'était Napoléon qui disait « On gouverne mieux les hommes par leurs intérêts que par leurs principes ». Faire appel à des principes et demander aux entreprises de jouer le jeu en vertu d'une forme d'engagement moral, je pense que ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça marche dans une économie de marché. Vous parlez des aides, vous avez raison, il y a des aides qui ont été ponctuelles, il y a des aides qui sont pérennes, je pense en particulier aux exonérations de charges sociales très importantes. On dépense 75 milliards d'euros chaque année pour alléger le coût du travail entre 1 SMIC et 3,5 SMIC. Ce sont évidemment des efforts très importants pour la collectivité. Moi, je considère que toutes les aides ne se valent pas, que certaines sont efficaces pour créer de l'emploi, que d'autres sont moins efficaces. J'ai fait avec un collègue... La baisse de l'impôt de production, c'était une aide efficace pour créer de l'emploi? Je pense que la baisse des impôts de production est une aide efficace et qu'il faudra, dès que les conditions budgétaires le permettront, parce que vous avez vu qu'on est dans une situation budgétaire qui n'est pas complètement simple, dès que les conditions budgétaires le permettront, il faudra reprendre de manière offensive la baisse des impôts de production. En revanche, certaines exonérations de charges, en particulier celles qui pèsent sur les hauts salaires, tout porte à croire qu'elles ne produisent aucun effet en termes de création d'emplois, mais aussi en termes de compétitivité pour les entreprises. Ça a été démontré. J'ai même fait un rapport avec mon collègue Jérôme Gage pour dire. Il faut les supprimer. Il faut les supprimer. Je le dis très tranquillement. Et il faut les utiliser peut-être à une baisse plus rapide des impôts de production ou alors à d'autres dépenses sociales qui ont prouvé leur utilité. Mais là-dessus, il ne faut pas avoir la main qui tremble. Quand on sait que certaines aides ou certaines dépenses publiques ne marchent pas, il ne faut pas être dans le rabot. Aujourd'hui, on est trop dans le rabot. Moi, je le dis très tranquillement. Il faut des Français disait aussi, monsieur le député, qu'on dirige les Français avec de la crainte et des intérêts. Vous voyez, la crainte et les intérêts. Donc c'est aussi ça, les deux bras armés, j'allais dire, d'une bonne politique fiscale et budgétaire. Je voudrais juste, avant de redonner la parole à M. Foucard, qu'on fasse un point, parce qu'on a parlé des seniors, je voudrais qu'on fasse un point des jeunes. On a connu une dernière décennie, je le disais, ça a fonctionné. On n'a pas totalement rattrapé notre retard sur l'apprentissage de notre partenaire allemand, mais il y a eu beaucoup d'efforts de fait, il y a eu beaucoup d'apprentis qui ont préféré ce type de formation dans les CFA ou ailleurs, plutôt qu'être, j'ai rien contre les sociologues en université, mais avoir un job concret. Donc, Nelsie, peut-être, j'ai l'impression, mais c'est peut-être, vous allez me démentir, que cette politique-là a porté ses fruits, qu'on a créé à destination des jeunes, des emplois. Est-ce qu'on a un chiffre on a créé, sur le taux d'emploi des jeunes? Oui, on a créé en 2022 le taux d'emploi des jeunes était de plus 5,4 points plutôt qu'en 2019. Donc c'est une majorité qui est liée grâce à l'alternance. Néanmoins, c'est un peu coûteux, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude de l'OFCE. Donc moi j'ai une petite question, Monsieur Foucard. Est-ce que cette politique en faveur des jeunes, on dit stop ou encore on continue? Je vais vous répondre juste, à un moment donné, sur l'assurance chômage, globalement, on a un peu quand même l'État pyromane. Parce que globalement, les NEET, c'est pas nous, c'est l'éducation nationale qui en jachère, c'est pas nous, c'est la responsabilité. Déjà, il s'occuperait bien de faire ce qu'il a à faire, l'État, ça serait déjà pas mal. À un moment donné, il s'occuperait bien avec le ministère du Travail d'augmenter les inspecteurs du travail pour éviter qu'on ait 700 morts par an, 160 000 invalidités par an. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des conditions de travail qui sont pas bonnes. Et à un moment donné, ça c'est un constat. 160 000, ça paraît ridicule, mais ça fait quand même entre 15 et 20% d'une génération. C'est juste un détail. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le chômage. Enfin, sur l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ambivalent. L'apprentissage, globalement,
on aide les jeunes. Il y a un effet d'aubaine quasiment de 4 milliards pour les aides aux entreprises. Avant, c'était juste 250 entreprises. On a libéré au-dessus, ça fait à peu près quand même 4 milliards. Des experts ont montré que ça coûtait à peu près entre 19 et 21 milliards en courant et 20 milliards pour la retraite, pour les droits qu'on génère, pour le supérieur qui n'était pas prévu. Donc c'est dans 40 ans, c'est vrai qu'on sera peut-être plus là pour le voir. Mais quand même, ça fait un arriéré à générer. Deuxième sujet, on parle beaucoup de l'Allemagne, mais vous savez que sur l'apprentissage aussi infra-bac, ils ont énormément de problèmes. Il leur manque aussi des gens qui veulent faire, parce que c'est sociologique, quand tout le monde a le bac, tout le monde veut le bac. Après, il y a un effet pervers quand même, on ne voit pas. C'est le fameux en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de privatiser à vitesse grand V le supérieur. Avec tous ces CFA qui se créent, avec des diplômes qui n'ont de diplôme que le nom, et qu'à un moment donné, ils ne valent pas grand-chose. On verra bien à la sortie, là, l'argent est dépensé. Mais in fine, ça va produire quoi dans quelques temps? Le fait d'ouvrir le marché fait qu'à un moment donné, on a des gens diplômés. Mais diplômés, pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est les besoins de la nation? Je rappelle qu'aujourd'hui, 42% des ouvrières ont un diplôme du supérieur. Ce n'est pas pour ça qu'on est plus productif, qu'on arrive à faire des qualités d'emploi, des qualités de produits bien meilleures. Donc on sera peut-être tous, à la limite, ingénieurs en tant qu'ouvriers, mais globalement, je ne suis pas sûr que ça aide si on n'a pas les bonnes compétences. Cyril Chabagnier, peut-être sur l'apprentissage, vous avez la même vision un peu, j'allais dire, négative, obscure, de M. Foucard. Non, c'est pas une vision obscure, c'est quelques inquiétudes. Soyez pas corporatiste. Je ne suis pas corporatiste. Je vais vous répondre sur ça et puis après je serai obligé de faire une petite réponse quand même à mon cher collègue Marc Ferracci. Sur l'apprentissage et ce qui a été fait pour l'emploi des jeunes, c'est plutôt une bonne initiative du gouvernement et moi j'ai soutenu un jeune, une solution. J'ai trouvé que c'était plutôt bien. On a joué le jeu de l'apprentissage, on a réussi à le développer. On est souvent en désaccord, mais sur des choses qu'on arrive à faire conjointement, comme quoi quand on travaille conjointement, on peut arriver à des choses intéressantes. C'était plutôt une bonne chose. Moi, j'ai une question sur l'apprentissage, et ça répond à votre question sur le fait que ça coûte cher. Pour moi, l'apprentissage, ça doit être jusqu'à un certain niveau. Je n'ai pas la même analyse que le gouvernement sur ça, parce qu'ils nous disent, au plus on prend des jeunes qui sont hautement qualifiés, au plus on change l'image de l'apprentissage qui a été négatif dans notre pays pendant des années. Mais par contre, en termes de coût, moi je le limiterai à bac plus 2 maximum. Avoir des bac plus 4 ou des bac plus 5 qui arrivent en apprentissage, ça me choque, ça coûte très cher. Ça coûte très cher et en plus, on continue la politique de sous-évaluer les diplômes, etc. Donc je pense que c'est une bonne initiative, mais il ne faut pas aller jusqu'à bac plus 5. Pardonnez-moi, on a connu ça un peu partout dans la fonction publique. Vous avez des concours, disons, de situation B ou C de la fonction publique qui sont passés par des surdiplômés et qui empêchent des gens qui ont moins de diplômes d'avoir accès à ces concours. Donc en fait, c'est une situation qu'on connaît dans la fonction publique. C'est une situation qu'on connaît, mais on a le droit de la dénoncer. Alors, donc l'apprentissage, il faut le développer, mais il faut l'arrêter à un certain niveau. Monsieur Foucard, très rapidement. On n'est pas pour l'arrêter à un certain niveau, par contre on est pour faire en sorte que ça soit juste utilisé sur la dimension professionnalisante. Pour nous, un bac plus 5 en apprentissage n'a pas de sens. C'est peut-être les deux dernières années, c'est peut-être la dernière année. Donc c'est bac plus 2, en fait, vous dites la même chose. Non. Enfin, pratiquement. Alors, on n'est pas très loin. De ce côté-là, on pense quoi? Juste une minute, mais moi, sur l'assurance chômage, j'entends les conséquences. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez aller plutôt sur un tripartisme avec l'État, les organisations patronales et syndicales. Mais quand vous me parlez de gestion sur l'assurance chômage, quand on a un gouvernement qui nous fait une réforme de l'assurance chômage pour nous expliquer pendant 6 mois que la solution, c'est le contrat cyclique, que la grande solution, c'est on est plus dur quand ça va bien, quand l'économie se porte bien, et qu'on est plus souple quand l'économie se porte mal. Et au moment où l'économie se retourne, donc on vient nous convaincre de ça pendant 6 mois, et j'étais, je crois, le seul numéro 1 syndical à dire que sur la théorie du contrat cyclique, je n'étais pas forcément opposé, même si dans le pratique, ça me paraissait irréalisable. Et combien nous dire aujourd'hui, au moment où on a un problème conjoncturel, on va complètement changer, on va durcir encore une fois les mesures. Excusez-moi, laissez-nous gérer. Nous, on ne se contredit pas tous les 6 mois. Laissez-nous gérer. On a une vision claire. Et que le chômage repart un petit peu. Il faudrait assouplir. Sur ce point et sur l'apprentissage très rapidement, parce que je crois qu'on est assez d'accord sur l'apprentissage. J'attire votre attention sur le fait que ce dont on est en train de parler, ce sont des déclarations. Ce ne sont pas des décisions qui auraient
renverser cette logique que vous évoquez du contrat cyclé. Premier ministre. Il nous dit si la trajectoire budgétaire n'est pas maintenue, lettre de cadrage pour durcir. Ça, c'est ce que prévoit la déclaration. C'est ce que prévoit déjà la loi. C'est la loi de 2018 et vous l'avez. Non, il y avait déjà une révision qui était prévue. La possibilité d'une révision. Ouais. Sur l'apprentissage, moi, je pense qu'on va être vraiment d'accord là-dessus. Moi, je commettais des ouvrages dans ma vie d'avant, quand j'étais universitaire, pour dire qu'il fallait cibler l'apprentissage sur les niveaux infra-bac, c'est-à-dire sur les faibles niveaux de qualification. Pour une raison assez simple. D'abord parce qu'il y a plein d'études qui montrent que le rendement de l'apprentissage en termes d'insertion professionnelle, il est en réalité très faible quand vous raisonnez toutes choses égales par ailleurs au niveau master, pour une raison assez simple. Quand vous arrivez en licence, quand vous avez une licence, quand vous avez même un M1, faire votre M2 en apprentissage, ça ne vous apporte pas grand-chose parce que vous êtes déjà protégé du chômage par votre diplôme antérieur. Moi, j'ai été responsable de master. J'ai même ouvert à l'université de Marne-la-Vallée mon master à l'apprentissage. Donc je crois à l'apprentissage. En revanche, je ne crois pas qu'il faille subventionner l'apprentissage dans le supérieur. Et les aides qui ont été décidées dans le cadre de Un jeune, une solution, il faut quand même s'en rappeler, vous vous en souvenez, c'était des aides ponctuelles. Des aides ponctuelles qui visaient à éviter que le système d'apprentissage ne s'effondre au moment de la crise Covid. En mars 2020, on a dit c'est 8 000 € d'aide pour l'embauche d'un apprenti majeur, 5 000 € d'aide pour l'embauche d'un apprenti mineur. Ces aides, elles n'ont pas vocation à perdurer. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que, à la fois sur les coûts pédagogiques, ce qu'on appelle l'éco-contrat, et aussi sur les aides à l'embauche, il faut recentrer sur les bons niveaux de qualification, c'est très clair. Donc la déclaration, quand même, quand ça va moins bien, on assouplit l'assurance chômage. C'était une déclaration et ça ne porte pas à conséquence en matière de décision. C'est ce que vous venez de nous dire. Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune décision, à ma connaissance, qui soit prise. Donc, commençons pas à crier avant d'avoir mal. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on mette un peu plus les pieds dans le plat encore. Moi, je voudrais m'exprimer. Oui, alors allez-y, mais rapidement, parce que j'ai une question à vous poser sur le modèle social. Mais tout de même, l'apprentissage, bien sûr, ça vous concerne. Ça concerne, c'est l'ADN des petites entreprises. Et tout le monde parle d'apprentissage. Bon, deux choses. Équilibrer l'apprentissage par les aides de l'État, enfin, c'est juste normal. Ce sont des jeunes que l'éducation nationale ne traite pas, que nous mettons, nous, en situation de pouvoir trouver un emploi après leur formation en apprentissage. Et donc, on les déleste parce que sinon, vous les auriez dans l'éducation nationale et vous financeriez bien. Et le coût de contrat d'un contrat d'apprentissage est loin derrière le coût d'un gamin qu'on laisse à l'éducation nationale. Alors, faire peser l'équilibre de l'apprentissage sur les seules cotisations... Les aides sont normales, parce qu'on allège une partie du budget de l'éducation nationale. C'est la participation de l'État à la formation de jeunes sur des formations qui leur permettent de trouver un emploi. Et là aussi, ce que je voudrais dire, bon, j'entends 40% des gens qui sont ouvriers ont des diplômes. Est-ce que ce sont des diplômes correspondant aux besoins des entreprises? Parce que ça, c'est un jour le sujet dont il va falloir se préoccuper. On peut rester dans un environnement avec toujours des entreprises qui ont du mal à recruter sur un certain nombre de secteurs. Je pense à l'informatique, par exemple. Il n'y a pas d'ingénieurs informatiques qui, aujourd'hui, sont en situation d'être ouvriers. Et puis ensuite, dans l'apprentissage, dans le bâtiment, dans la restauration, c'est des centaines de milliers d'emplois aujourd'hui qui ne sont pas pourvus. Et c'est par l'apprentissage qu'on va les fournir. Donc je pense, moi, et là je partage votre sentiment, c'est que s'il y a des économies à faire, c'est sur la prime, mais il faut arrêter de les verser aux grandes entreprises qui prennent ça comme un effet d'aubaine. Il faut les concentrer sur les petites entreprises. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce que l'apprentissage puisse aller dans les études supérieures et la plupart du temps dans les grandes entreprises, parce que ça revalorise Monsieur Picon, j'aimerais, je vais vous poser la question, mais j'aimerais commencer par vous. Alors vous allez dire que décidément, je suis omnibulé par les déclarations et non pas les décisions. Les déclarations du ministre des Finances, Bruno Le Maire. Mais il en a fait une qui va prêter à débat, j'imagine. Il a dit le modèle social tel qu'il existe aujourd'hui ne nous permettra pas d'arriver à 5% de taux de chômage. Donc, si je comprends bien le ministre des Finances, qui fait une déclaration, c'est une interview, bon. Il dit en gros, en fait, on n'a plus les moyens de financer ce modèle social, et ce modèle social serait un frein, en réalité, à une amélioration du taux de l'emploi dans notre pays, avec l'objectif du taux structurel de 5% en 2027. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il vise un segment qui, à mon sens, n'est pas majoritaire parmi les demandeurs d'emploi. Il y a certainement un segment qui a besoin d'être un peu
un peu pressé peut-être dans sa reprise, hein, et en imaginant qu'en réduisant, parce qu'au fond il s'est déjà exprimé là-dessus, en disant il faut passer de 27 mois pour les seniors, les ramener à 18 mois. Il renverse même la problématique en indiquant on les met sur des voies de garage tout de suite, c'est juste pas possible. Moi je pense que c'est une erreur. Tant qu'on n'a pas, encore une fois, qu'est-ce qu'on va pousser des milliers de gens vers le RSA? Parce que si les entreprises... Qui lui-même est réformé. Oui. Le RSA qui lui-même est réformé. Oui, mais ça empêche Oui, pas que les gens avec un certain nombre, on pourra en dire un mot, avec un certain nombre d'initiatives, de coordination entre les actions territoriales et France Travail aujourd'hui, tout à fait intéressantes. Moi, j'ai visité des agences pour l'emploi, France Travail, dans l'expérience, avec un conseiller pour l'emploi et un éducateur et des gens qui sont dans les missions. Ça produit des résultats extrêmement intéressants de retour à l'emploi. Bon, et ces gens, il faut les former sur des métiers dans lesquels on les embauchera. Mais imaginez qu'en réduisant, parce qu'au fond, on ne peut pas se payer ce modèle social, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ramener tous les demandeurs d'emploi à 14 mois d'indemnisation, voire 12, je ne sais pas exactement où la pensée, je n'imagine pas, c'est lui-même qui l'a dit, et les seniors les ramener à 18 ou au tarif normal. Je pense que c'est précipité. Et que, là encore, le travail qu'on essaie de faire, et il est difficile avec les partenaires sociaux sur le recrutement des seniors, pourra porter ses fruits. Et ensuite, on aura des mesures peut-être pour presser un peu plus. Mais sinon, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Monsieur le député, juste un mot des deux syndicalistes sur le modèle social. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez le lien ou pas entre notre modèle social et le fait qu'il ne permettrait pas d'arriver à un taux de chômage structurel de 5%? Est-ce que le modèle social français est en jeu quand on voit toutes les contraintes budgétaires qui s'additionnent les unes derrière les autres en ce moment? Alors déjà, il l'a dit au CESE, quand la Première ministre avait réuni l'ensemble des partenaires sociaux. Il n'a aucune légitimité pour le dire, parce que modifier le régime social globalement de la France, le modèle social de la France, ça ne peut être qu'à un moment donné qu'une campagne présidentielle qui met des choix clairs et donnés. Donc ce que dit le maire, il écrit aussi des bouquins, globalement, parfois c'est à peu près du même niveau. Hein. Donc, non, c'est moins sexy. Ouais, c'est moins sexy, c'est vrai. Mais ceci étant, à l'heure actuelle, il est obnubilé par une chose, récupérer de l'argent. Il lui faut des marges de manœuvre pour payer des bombes, pour payer un certain nombre de choses. Donc le modèle social, c'est pas que le chômage, c'est peut-être la couverture santé, c'est peut-être un certain nombre de choses. Il a parlé du transport sanitaire qui coûte 5,7 milliards. Il a parlé du déremboursement en partie des traitements de maladies de longue durée. Il a abordé un certain nombre de sujets très précis. Hein. Oui, non mais globalement, il veut modifier des choses. Mais ça peut avoir un impact sur le chomage ou pas? Lui, il lit les deux. Alors, expliquez-moi, même si vous trouvez qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand même, c'est extraordinaire. On a 500 000, en gros, on est en dessous de 350 000 emplois vacants. Imaginons, en flux. Théoriquement, on n'est jamais descendu en dessous de 220, 230 parce qu'il y a un temps de latence pour pouvoir le faire. Même si on est à 500 000, imaginons qu'il y a un effet levier, on arrive sur 1 million. Quand même, aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs. Donc déjà, on n'a pas fini. Indemnisable, sans parler du RSA et autres systèmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on nous dit, oui, mais on a un problème grave, on a un problème de productivité. Oui, on a créé des emplois moins productifs. Et d'ailleurs, si on met, par exemple, 700 000 emplois d'ici 2030 dans l'agriculture, on va baisser forcément la productivité. Mais c'est aussi un indicateur comme un autre, c'est juste dire comment le système fonctionne. On ne mettra pas 700 000 emplois dans l'agriculture. Pourtant, c'est l'objectif. Bon, ok, donc vous ne voyez pas le lien. Cyril Chavagnat. Il n'y a pas un lien direct. Non, mais il n'y a aucun lien. C'est d'ailleurs assez marrant dans des moments où les partenaires sociaux travaillent sur des tas de sujets, d'avoir tous les 2 jours une déclaration qui est toujours plus provocatrice envers les partenaires sociaux. Je ne vois pas à quoi ça sert. Mais c'est l'inverse, quoi, en fait. Est-ce que ce n'est pas un discours de vérité? Est-ce qu'on a encore les moyens de financer un modèle social qui nous coûte aussi cher? Premièrement... Et on en bénéficie tous. Hein. Non, mais bien sûr qu'on en bénéficie tous. Mais premièrement, aujourd'hui, la vision du plein emploi par le gouvernement est uniquement une vision, en tout cas par le ministre de l'économie, est uniquement une vision quantitative. Donc la seule ambition, c'est je récupère de l'argent. Oui. C'est la seule ambition. C'est pas j'améliore la qualité de l'emploi, je ne sais pas ce que je fais, je récupère de l'argent.
Mais parce qu'il y a le feu. Mais il y a le feu parce que 20 ans... Le dernier budget en équilibre, c'est 1974, je rappelle. Alors, c'est très bien de le préciser. Bah si, comme ça, non, mais c'est très bien de le préciser. Comme ça, quand le ministre de l'économie... plus qu'on ne gagne. Quand le ministre de l'économie nous fait des cours de bonne gestion, alors que ça fait 20 ans que les gouvernements ne sont pas capables de faire un budget à l'équilibre, et qu'en moyenne, sur les 20 dernières années, c'est entre 90 et 100 milliards de déficit, j'ai un peu de mal à recevoir des leçons du ministre de l'économie. Bon, en même temps, il a du mal à savoir combien ça fait un hectare, donc c'est sûr qu'il a du mal à me donner des leçons. Oui, je suis très en colère après le ministre de l'économie, vous l'avez compris, mais en même temps, il cherche dans ses déclarations. Hein, c'est pas moi qui cherche à le provoquer. Mais ça vient de l'inverse, en fait, notre problème. Ça fait 20 ans qu'on fait des politiques à bas coût. Ça fait 20 ans qu'on fait des politiques. Mais évidemment. En matière de modèle social, on fait des politiques à bas coût. C'est pas le modèle France. social, c'est de l'emploi à bas coût. Le modèle économique de l'emploi, c'est un modèle à bas coût. C'est ça qui est fait depuis 20 ans. C'est des exonérations, on essaie de payer le moins possible, c'est les exonérations aux entreprises. Enfin, tout à l'heure, on parlait 160 milliards d'aides aux entreprises. On en parle souvent avec Michel. Je suis président de la CFTC, je ne suis pas quelqu'un qui combat les aides aux entreprises. Il y a des tas d'aides aux entreprises qui sont utiles. Marc l'a dit d'ailleurs tout à l'heure sur les exonérations données à 3,5. Oui. Mais ça fait des années, ça fait en tout cas des mois qu'on demande qu'on mette les exonérations sociales et fiscales, parce que quand on cumule les deux, ça fait 160 milliards, sur la table et on regarde ensemble ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui marche, on garde. Ce qui ne marche pas, on supprime. Parfois d'ailleurs, il y a des choses qui vont à marche inverse. Il y a parfois des choses qu'on met en place et qui sont utiles pour quelque chose d'autre, mais pas pour ceux que c'était prévu. Je veux dire une chose, la dépense publique, et je finis sur ça, j'en ai pour 30 secondes, la dépense publique, le seul rôle d'un député ou même de nous, c'est qu'elle soit efficace. C'est le seul rôle. Si on arrive à déterminer que déjà 90% des aides publiques données aux entreprises sont efficaces, moi je signe dès demain, ça serait incroyablement satisfaisant. 90%, ça veut dire qu'il y a 10% qu'on peut reprendre. 10% de 160 milliards, c'est 16 milliards. Alors, les 10 milliards de Le Maire, on les a trouvés et qu'il arrête de nous embêter sur les droits des salariés. Ça sera 20 milliards l'année prochaine. Juste, j'en ai déjà trouvé 16, moi. Tu vois. Marc Ferrati, juste, si je peux me permettre de préciser, bon, vous allez répondre à cette question sur le modèle social, mais on a aujourd'hui la situation budgétaire suivante, de mémoire. 3100 milliards d'euros de dette. Un déficit budgétaire qui doit être de 170 milliards. Un déficit commercial qui vient de passer en dessous des 100 milliards, mais qui est en déficit commercial, c'est-à-dire qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte, même si la France se réindustrialise. On a un service de la dette qui a été annoncé, comme dans quelques années, étant supérieur au budget de l'éducation nationale, pour rembourser juste les agios de la dette. On ne peut plus investir pour faire de l'investissement et de la croissance et de l'emploi. On emprunte aujourd'hui en partie pour rembourser une partie de notre dette. Bruno Le Maire a annoncé 285 milliards d'euros d'emprunt de mémoire en 2024. Est-ce que notre modèle social peut continuer à être financé avec cette situation budgétaire aussi compliquée? Et je rajoute cerise sur les gâteaux qu'en avril, Fitch et les autres agences de notation, Standard & Poor's, vont nous dire si notre signature est encore crédible ou assez crédible. Quelle angoisse. Je vais vous livrer ma conviction, c'est que la seule manière de préserver notre modèle social, et au-delà de ça, la seule manière d'investir dans l'avenir, dans la transition écologique, dans la souveraineté alimentaire, dans la souveraineté industrielle, dans un petit peu d'indépendance et d'autonomie stratégique au niveau militaire, on en parlait encore tout à l'heure à l'Assemblée nationale, c'est de créer des emplois. Vous l'avez très bien montré dans le graphique que vous avez montré tout à l'heure. Il y a un écart de PIB par tête considérable entre les pays qui ont un relativement faible taux d'emploi et ceux qui ont un relativement fort taux d'emploi. C'est le taux d'emploi qui explique notre richesse collective de la manière la plus satisfaisante. C'est la raison pour laquelle la stratégie qu'on porte, c'est la stratégie du plein emploi, pas simplement pour les raisons que j'ai indiquées, pas simplement pour les changements de société, mais aussi pour pouvoir collectivement investir dans l'avenir. Et pour répondre à Cyril Chabagnier sur... On a une approche quantitative. Non, il ne faut pas dissocier le quantitatif du qualitatif. Améliorer les conditions de travail, améliorer les conditions de salaire, c'est beaucoup plus facile quand la dynamique du marché du travail est bonne. Et je vous donne un exemple. Quand il y a des tensions de recrutement, il y a toujours beaucoup de tensions de recrutement aujourd'hui, contrairement à ce qu'on laisse à penser. Les tensions de recrutement sont toujours supérieures à ce qu'on connaissait en 2019, c'est-à-dire avant la crise Covid. L'OCDE vient de le montrer. Donc il ne faut pas faire comme si elles avaient disparu, les tensions de recrutement.
Quand on a des tensions de recrutement, il faut les résoudre. Alors on peut les résoudre en améliorant ce qu'on appelle l'appariement sur le marché du travail, on peut les résoudre en baissant la fiscalité des entreprises, on peut les résoudre en levant les freins périphériques que connaissent un certain nombre de personnes. Il faut agir sur beaucoup de leviers. Mais je veux dire qu'il y a toujours des tensions et je voudrais simplement réagir sur ce chiffre qui est beaucoup dans le débat public, l'idée selon laquelle il y aurait 350 000 emplois vacants. Et vous comprenez, s'il y a 350 000 emplois vacants et 3 millions de chômeurs, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Ce chiffre, d'où il vient? Il vient d'une étude qui est réalisée par la DARES sur la base des données de l'ACOS. Il consiste tous les 3 mois à demander à des entreprises est-ce qu'elles ont des emplois à pourvoir. Le problème, c'est que c'est une photographie. Quand vous demandez aux entreprises est-ce que vous avez des emplois à pourvoir le lundi, 350 000, sauf que le mardi, ce ne sont déjà plus les mêmes 350 000. Il y a un phénomène de rotation des emplois en permanence. Le bon chiffre, je vais vous dire ce que c'est que chaque année, à Pôle emploi, il y a 4 millions d'offres d'emploi nouvelles qui sont déposées. Et ça, ce sont les opportunités du marché du travail pour ceux qui cherchent un emploi. Vous gérez Pôle emploi en tant que partenaire social, vous connaissez ces chiffres. C'est ça la réalité du marché du travail. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de tensions de recrutement. Il faut y répondre. Et pour répondre à votre question, la situation est grave. La situation budgétaire est grave. Est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer les robinets? Je ne pense pas. Il faut avoir une stratégie. Et là, je rejoins Cyril Chabagnier, qui soit précautionneuse, supprimer les dépenses qui ne marchent pas, aller vers les dépenses qui marchent. Moi, j'ai proposé, il y a quelques semaines, quelques mois, un principe assez simple dans notre droit budgétaire, c'est ce qu'on appelle les clauses d'extinction, les sunset clauses comme on dit en anglais. Ça veut dire que certaines dépenses sont par nature provisoires, elles sont assorties d'un calendrier, elles s'arrêtent au bout de 3 ans ou 5 ans, sauf si une évaluation a montré qu'elles atteignaient leurs objectifs en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de réussite scolaire des élèves. Vous inversez la charge de la preuve. Aujourd'hui, les 160 milliards d'euros d'aide aux entreprises, c'est des 160 milliards d'euros qu'on a beaucoup de mal à supprimer parce qu'il faut faire la preuve que ça ne marche pas. Inversons la charge de la preuve et disons désormais pour pérenniser des dépenses, dans tous les domaines, pas que les aides aux entreprises, il faut faire la preuve que ça marche. Je peux vous dire que certains pays ont mis ça en place, des pays anglo-saxons, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ils ont des comptes publics qui sont bien mieux tenus que les nôtres. Alors, très rapidement, parce qu'il faut qu'on conclue, c'est passionnant, mais ça fait 1 heure qu'on y est déjà. Avec Marc, je ne suis pas d'accord sur le sujet. Il dit 4 millions d'emplois. À l'heure actuelle, d'offres d'emploi. Sur l'année, il y a 40 millions de contrats de travail qui sont changés chaque année. 40 millions. Mais ça, c'est du flux. Ça n'augmente pas le stock. C'est-à-dire qu'à la limite, vous ne changez rien, vous ne créez pas d'emploi et ça tourne. C'est la rotation. Il faut raisonner en flux, Jean-François. Si on raisonne en stock, ça n'a aucun sens. Le marché du travail, c'est une recomposition permanente. On peut rentrer dans le débat technique, mais ça n'a pas de sens de raisonner en stock. Il faut monter en relatif. Nancy, juste un petit mot avant la conclusion. Il y a quand même, me semble-t-il, on le voit, des tensions sur le marché du travail. Bon, les chiffres, le stock, les flux, très bien. Enfin, on sait qu'il y a des emplois à pourvoir et on sait qu'on est à 7,3% de taux de chômage, que le taux de chômage a un peu remonté. On a le sentiment que les secteurs en tension, les difficultés du marché de l'emploi prouvent qu'on est quand même sur une crise du marché du travail. On sait par exemple que les nouvelles générations, c'est moins la stabilité de l'emploi qui les intéresse que donner un sens à leur travail. Les soft skills que les employeurs demandent, eux, ils demandent, mais à quelle association vous cotisez? Est-ce que vous donnez un sens à votre entreprise en matière de transition écologique? Donc c'est un nouveau monde peut-être qui s'ouvre devant nous. Je rappelle quand même que sur le digital, le problème des formateurs, c'est qu'on ne connaît pas les métiers à 15 ans ou à 20 ans. Donc former à des métiers qu'on ne connaît pas dans 15 ans ou 20 ans. Donc en fait, on est devant une transition aussi du marché du travail. Il faudrait déjà que les formateurs se forment aussi aux métiers du futur. Et une crise du marché du travail, avec aussi la question du télétravail. On voit là, il y a une enquête qui prouve que 50% des cadres disent moi, j'ai pas tellement envie de revenir dans ma boîte, je préfère continuer à. Est-ce qu'on est devant une crise du marché du travail? On est devant une crise très clairement, où il y a une démission silencieuse des cadres. Il y a une revendication très claire en faveur du télétravail, mais il y a surtout une santé mentale chancelante des plus jeunes et en fait qui ont besoin de retrouver ce qu'on appelle le sens au travail. Et aujourd'hui, ma question, vous avez peut-être 1 minute, même pas pour répondre chacun, de manière très concise, mais comment on va redonner du sens au travail et j'ai envie de dire d'avoir envie de retourner au travail de la part des employeurs et des salariés? Déjà, ma réponse, c'est que ce n'est pas à l'État de régler ce genre de problème. Je pense que ça se règle au plus près du terrain, ça se règle dans un dialogue social apaisé, de qualité, ça se règle en donnant aussi des opportunités de changer de job. C'est la raison pour laquelle, nous, en 2017, on a mis dans notre droit et dans le programme présidentiel la possibilité de bénéficier de l'assurance chômage quand on démissionne, avec un projet professionnel, pas sans condition. C'est une philosophie, la possibilité de choisir
les opportunités professionnelles qui nous plaisent le plus, qu'on a besoin de concrétiser avec des changements de règles. Maintenant, c'est pas que l'État, c'est pas que le législateur qui fait avancer les choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs, et peut-être que mon voisin peut en témoigner, qui se posent ces questions-là. Comment est-ce qu'on retient les talents? Comment est-ce qu'on attire les talents? Comment est-ce qu'on fait en sorte de répondre à des aspirations sur le temps de travail, sur l'organisation des temps de vie? On parlait de cette négociation sur le compte épargne-temps universel. Pour moi, elle est très importante. Pouvoir épargner du temps à certains moments de sa vie professionnelle quand on bosse beaucoup et l'utiliser quand on a un projet à 40, 45 ans, associatif, personnel, ça fait partie de cette réponse aux aspirations de ceux qui aujourd'hui se posent des questions sur le sens au travail. Donc parfois, il faut faire évoluer les règles pour accompagner les changements de société. Et c'est aussi pour ça que la négociation est importante. Très rapidement, Très rapidement, la question qui est posée, nous on se la pose dans les petites entreprises de manière permanente. Comment donner plus d'attractivité de manière à ce que les salariés qui cherchent un emploi ne soient pas tous à vouloir du télétravail, parce qu'on a des métiers qui ne sont pas tous télétravaillables. Et comment, dans nos petites entreprises, on peut garder de l'attractivité. Ça passe par la rémunération, évidemment. Et on fait un certain nombre d'efforts. C'est pour ça qu'il faut se méfier des aides aux entreprises. Les aides sur les petits salaires. Et dans les petites entreprises, on a souvent de la main-d'œuvre peu qualifiée. Bon, il faut qu'on réorganise le monde du travail. C'est un travail que l'on fait dans nos branches. Toutes les branches qui relèvent de nos secteurs se posent cette question. Comment on va concilier demain l'intérêt de venir travailler dans le bâtiment pour un jeune? Alors, il y a des choses intéressantes. Et d'ailleurs, on voit bien que tous ceux qui sont passés par l'apprentissage, qui ont eu une découverte progressive avec un maître qui les a accompagnés, que ce soit dans le bâtiment, dans les métiers de bouche, eh bien, retrouvent du sens dans leur travail. Les métiers de bouche, ils ont retrouvé du sens parce que les salaires ont aussi augmenté. Parce qu'aujourd'hui, les restaurants, il n'y a plus un serveur. Monsieur Foucault, monsieur Donc c'est ça aussi. Augmentation des salaires et des conditions de travail. Le marché du travail évolue, il change. Globalement, on a deux sujets. On a, entre guillemets, pour les bas niveaux de qualification, style restauration et autres, on a les conditions de travail et la rémunération. Quand on a 25% des salaires des PME qui sont SMIC, à un moment donné, par rapport aux contraintes et horaires décalés, je rappelle qu'il y a 30% en France des salariés qui travaillent en horaire décalé. Voire même des branches qui ne sont pas au SMIC. Il n'y a pas... Dans le temps, à chaque fois qu'il y avait des contraintes, il y avait une rémunération supérieure. Quand elle n'y est plus, à un moment donné, c'est moins facile. Après, pour toute la génération, on va dire, des étudiants qui ont travaillé en télétravail, qui ont fait leurs études en télétravail, c'est un mode de fonctionnement qu'ils ont pris, et de façon bien plus large, et c'est un gros sujet, c'est sur la flexibilité. Il y a de la flexibilité pour les télétravailleurs, pour faire simple, pour les cols blancs, c'est 20% de la population seulement, et sur les cols bleus, elle n'y est pas. C'est pour ça qu'on voit apparaître la semaine en 4 jours, de 4 jours, peu importe. Mais c'est un sujet qui commence à monter de façon très très forte. Et l'organisation du travail, vous savez, on est passé de 7 jours à 6 jours, de 6 jours à 5 jours. C'est quand la société dit, là, moi, je veux équilibrer différemment. Je pense qu'on est en train de le vivre. À quelle vitesse ça ira? C'est toujours difficile à le dire sur ces sujets-là. Très rapidement, 2 boutades et une remarque. Je redis à Michel Picon que je ne veux pas supprimer les aides aux entreprises. Je pense simplement qu'on pourrait récupérer 10%. Donc je vous laisse 90% de vos aides. Il y a 10% qui ne servent à rien. Donc et je remarque que... Voilà, donc vous voyez, je ne suis pas extrémiste. Et je fais une boutade aussi envers Marc, qui en fait, vous voyez bien que quand il n'y a pas d'argent à récupérer, là, il nous dit c'est un sujet pour le dialogue social que je laisse, c'est pas l'état de faire, je laisse ça aux partenaires sociaux. En fait, voilà, quand il n'y a pas d'argent à récupérer, on le laisse beaucoup plus facilement aux partenaires sociaux que l'assurance chômage. C'était sous forme de boutade. Non, mais le sens au travail, oui, ça a évolué. Je crois que Jean-François l'a très bien dit, on a une catégorie où ça passe par les conditions de travail et par la rémunération. Et d'ailleurs, c'est un sujet plus global et qui fait d'ailleurs le lien avec l'assurance chômage. Au bout d'un moment, il y a un vrai sujet aussi qu'on doit se poser sur la table, c'est que l'activité doit payer de manière plus importante que l'inactivité et parfois l'écart n'est pas suffisant. Donc la prime à la valeur travail et la prime à l'activité, on doit la trouver de manière plus importante. Ça, c'est un sujet qui serait intéressant de traiter. Et le deuxième sujet, c'est le dialogue social pour aussi dans une entreprise, y compris dans une PME. C'est par le dialogue social qu'on va mettre en place une vision de l'entreprise, qu'on va mettre en place un plan de formation, y compris des reconversions pour les salariés, qu'on va voir comment on peut orienter différemment peut-être certains investissements pour aller dans des choses plus vertes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est
parfois plus important de ne pas travailler pour une entreprise polluante que d'avoir 50 € de plus à la fin du mois pour certains, parce qu'il y a des valeurs qui ont changé. Mais toutes ces choses-là, c'est le dialogue social qui met que la RSE, par exemple, qui est un sujet crucial aujourd'hui, est encore extrêmement peu traité dans les entreprises en thématique de dialogue social. Des visions qui traitent de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est pas traité. Des plans stratégiques, c'est pas traité. Voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à mieux garder le sens au travail. Une proposition pour aller complètement dans ce sens. Je pense que la formation en entreprise doit être un objet de négociation et pas simplement d'information en consultation. Et pas un plan d'action simplement. Exactement, pas un plan d'action. Et donc il doit y avoir un dialogue social, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La CFE-CGC la demande dans cette négociation, mais a priori la partie patronale n'est pas on demande une GPE aussi obligatoire dès 50 salariés. Merci beaucoup, on arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup Nelsie, merci messieurs d'avoir participé à ces 5e rencontres de l'Hémicycle sur notre chaîne YouTube en direct et dans l'auditorium de l'Hémicycle. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour de prochains débats aussi animés, aussi passionnants. Merci beaucoup de votre attention. Merci.